RTCI nous réunit. Dans le vif du sujet. Dans le vif du sujet. Sur les ondes de la chaîne Inter, tous les lundis et mercredis, on retrouve Anis Moraï dans le vif du sujet. Bonjour Anis. Bonjour Afef, bonjour à toutes les auditrices et auditeurs d'RTCI. Alors ce matin, on va parler du sujet du jour, évidemment. Du mois, voilà, du mois aussi, de la semaine, le projet de loi de finances encore et toujours. Il faut dire aussi que c'est quand même 330 pages, hein, donc c'est un pavé. Et il contient pas mal de dispositions, les dispositions relatives donc, au budget de l'État, c'est-à-dire les chiffres des départements ministériels, dépenses, titre 1, titre 2, et puis donc les, je dirais, dispositions fiscales et autres dispositions. C'est pour cela que ce mois-ci, du 10 octobre jusqu'au 10 décembre, donc du 15 octobre jusqu'au 10 décembre, donc le tempo est au projet de la loi de finances, justement. Et ce matin, on a le plaisir de recevoir Madame Lobna Jribi, présidente de Solidar Tunisie. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Solidar Tunisie, c'est un think tank, c'est un jeune think tank donc, qui essaye d'appuyer un peu les politiques, je dirais, les élus à l'Assemblée des représentants du peuple, et puisque nous accordons une importance capitale pour la société civile tunisienne, on a besoin d'écouter, de savoir ce que les think tanks donc, pensent de ce projet de loi de finances. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons invité justement Madame Lobna Jribi, que je salue. Bonjour Madame, merci d'avoir accepté l'invitation d'RTCI. Alors pour Solidar Tunisie, le travail que vous êtes en train de faire, expliquez-nous, vous êtes déjà venu ici, mais on va quand même rappeler donc, le travail que fait Solidar Tunisie. Merci Nice pour votre invitation. Merci donc par rapport à Solidar Tunisie. Effectivement, comme vous l'avez si bien dit, nous sommes un think tank on travaille sur le processus législatif. Donc au niveau du Parlement, nous appuyons et nous accompagnons donc le processus législatif. En tout cas, on essaye. Donc on travaille sur les projets de loi en amont, donc avant qu'elle en arrive à l'ARP. On met en place donc un groupe de travail donc constitué par des experts. On essaie de professionnaliser aussi ce processus par des représentants aussi de l'administration et par donc des compétences aussi des universitaires, des économistes, des juristes. Nous sommes donc multidisciplinaires. Nous invitons dans nos focus group également des représentants de la société civile. Donc par exemple pour la loi de finances, nous avons travaillé avec le représentant des SICAR, du patronat, des fonds d'investissement, des financiers, des experts, de l'ordre des experts comptables, des magistrats, etc. Et donc l'idée, c'est quoi ? Il est bien facile, vous savez très bien, d'analyser et de critiquer, mais le plus difficile, c'est de proposer. Et justement, tout le travail que nous essayons de faire, c'est de faire des propositions concrète, finalisée. Donc, l'output définitif de notre travail, c'est un tableau d'amendement, donc le projet de loi est décortiqué, donc après toutes ces analyses, ces benchmarks, ces études, etc., nous essayons, donc article par article du projet de loi, de faire des contre-propositions, et c'est là donc tout le travail colossal derrière, et d'où d'ailleurs la pertinence d'avoir des représentants de l'administration, et de faire un plaidoyer pour chaque proposition, avec l'impact, le chiffrage, etc., qui va avec. Bien sûr, nous travaillons en collaboration aussi avec l'exécutif, parce que donc ces propositions, pour qu'elles soient finalisées, doivent être débattues avec l'exécutif. Au niveau de la loi d'investissement, par exemple, on a collaboré avec le ministère de l'Investissement. Actuellement, on collabore également au niveau de la loi de finances avec un certain membre de l'exécutif. Au niveau du budget, on a travaillé aussi avec le ministère de l'Investissement en collaboration, que je remercie et que nous remercions et saluons au passage. Et donc, l'idée, c'est de travailler, de proposer ces tableaux à la Commission des finances, de plaidoyer, de contacter les groupes parlementaires. Nous sommes indépendants, donc ça c'est très important de le souligner. Nous sommes indépendants des partis politiques.
politiques et des orientations. Nous travaillons sur les valeurs et les principes constitutionnels de l'équité fiscale, de la justice sociale, de la gouvernance et de la transparence. C'est le seul fil conducteur. D'accord. Si j'ai bien compris, Madame Jribi, vous ne travaillez pas uniquement sur donc, les considérations financières, mais vous êtes un appui pour les parlementaires avec un agenda législatif qu'adopte donc l'Assemblée des représentants du peuple. C'est bien ça? Oui, c'est le cœur de, enfin, je dirais, c'est le cœur de métier entre guillemets de Solidar Tunisie. C'est l'appui aux parlementaires donc nous suivons l'agenda du Parlement, nous travaillons sur les projets de loi et nous proposons des tableaux d'amendement, des outputs aux différentes commissions. Actuellement, nous travaillons beaucoup avec la commission des finances et nous communiquons pas à pas donc l'avancée de nos propositions et de nos travaux à cette commission en collaborant avec les différents acteurs concernés. Donc, si jamais demain il y a la discussion autour du projet d'exception économique, vous allez travailler sur l'exception économique. Si après il y a la collectivité, donc le projet de loi sur la collectivité locale, vous allez travailler sur ça aussi avec des équipes que vous formez au niveau donc de votre think tank. C'est bien ça? Oui, absolument. D'ailleurs, vous avez parlé, nous avons établi une note déjà sur le budget d'exception économique. Nous avons effectué la loi d'exception économique. La loi d'exception économique, pardon. Nous avons aussi collaboré avec l'exécutif sur la loi d'exception économique. Bon, maintenant, elle est en veilleuse, donc nous aussi, on suit un peu le rythme. Donc, ça ne doit pas être facile, hein, avec ce qui se passe au niveau de la RP. On commence sur une loi, on la termine pas, on bascule dans une autre loi. Ça ne peut pas être facile pour vous, j'imagine. Hein. Oui, mais c'est-à-dire qu'au moins, on essaie d'apporter notre pierre, je dirais, à l'édifice. Et donc, le projet d'exception économique, on sait qu'il est bloqué. On sait exactement sur les 2 articles sur lesquels ce projet est bloqué. Et donc, ce que nous sommes en train de faire aussi en amont, puisque justement, il va être certainement repris à un moment ou à un autre. Donc, c'est d'essayer de faire des contre-propositions de déblocage. Donc, qu'on débat avec les représentants de la commission, mais aussi avec l'exécutif, pour pouvoir donc trouver le meilleur, éventuellement, consensus qui puisse respecter donc, les institutions de l'État, mais aussi qui puisse aller dans la philosophie du fast-track qu'il y a derrière cette loi. Nous travaillons aussi sur d'autres projets qui sont entamés, mais qui, donc justement, en suivant le rythme, vous avez parlé du Code des collectivités locales, nous travaillons également sur les incitations fiscales, qui est aujourd'hui aussi en stand-by, c'est-à-dire qui a été soumis à l'ARP, mais qui n'est pas encore débattu à la Commission des finances. Et d'ailleurs... On reviendra, si vous permettez, sur la loi fiscale, la loi des incitations fiscales, lorsqu'on abordera donc la question de l'investissement. Hein, de l'investissement. Mais je voudrais évoquer avec vous le projet de loi de finances. Alors, avant de passer en revue vos propositions s'agissant des principales dispositions donc, du projet de loi de finances, j'aimerais bien que vous fassiez une évaluation donc, du contexte dans lequel donc, ce projet de loi de finances a été élaboré. Je parle notamment donc du budget économique sur lequel vous avez énormément travaillé et qui n'a pas été beaucoup médiatisé. Bon, c'est vrai aussi que c'est une question qui est assez technique, mais vous avez des recommandations et vous avez donc essayé de soulever quelques manquements par rapport au budget économique. Oui, absolument. Bon, vous avez parlé de médiatisation. Nous ne sommes pas beaucoup dans une logique de médiatisation. Nous ne cherchons pas à être particulièrement médiatisés. Non, je ne parle pas de vous. Je parle donc du budget économique en tant que segment donc, qui n'a pas été médiatisé comme il se doit. Alors effectivement, d'ailleurs, si vous permettez, Anis, le rapport, le dernier, d'ailleurs, pour souligner ce que vous êtes en train de dire, le dernier rapport du FMI, Évaluation de la transparence des finances publiques, et justement, qui est sorti le 7 novembre. Qui met l'accent, justement, c'est un rapport qui analyse donc le processus du budget de la loi de finances. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que justement, le débat, et le débat public et le débat d'experts manquent au niveau
du budget économique. Et alors que la loi de finances, elle, est débattue. Et ce que nous souhaitons dire au FMI, c'est contrairement à ce que dit ce rapport, donc nous, on a, Solidaire Tunisie, on a assisté l'ARP dans la compréhension du budget économique et avons établi d'ailleurs une note à ce sujet. Juste pour rappeler que le budget économique, c'est un document qui est élaboré par le ministère de l'Investissement et qui donne le cadre dans lequel la loi de finances, le cadre chiffré, voilà, on va dire le cadre chiffré dans lequel la loi de finances va être élaborée. Le budget économique, c'est si je peux dire, le modèle de développement sur lequel, et c'est la vision, c'est la philosophie. Chiffré. Voilà, chiffré, bien sûr, il y a un schéma chiffré qui nous permet de comprendre justement quels sont les secteurs clés, quelles sont les orientations. Et les agrégats aussi. Et absolument, les agrégats et d'ailleurs, c'est-à-dire que là, le débat est quand même accentué sur la loi de finances. La loi de finances, les mesures de la loi de finances sont une émanation. Une émanation, oui, c'est la traduction, oui, c'est-à-dire c'est ce qui permet de réaliser le budget économique. Et si, je dirais, on a un débat de X temps, nous recommandons que 50% du débat soit axé quand même sur le budget économique qui est le plus important. Alors, vos propositions, peut-être vos critiques par rapport au budget économique. Alors, le budget économique, j'aimerais souligner que donc, l'étude a été dirigée par professeur Salma Zoueri, qui d'ailleurs elle-même a dirigé l'étude sur le plan de développement socio-économique 2016-2020. Qui est experte chez Solidaire Tunisie, c'est bien ça? Alors, professeur Salma Zoueri est professeur en économie, ancienne présidente de l'université de Sfax, et qui aussi donc active dans plusieurs think tanks, notamment effectivement au niveau de Solidaire Tunisie, qui a travaillé et dirigé le projet de l'analyse du plan. Et actuellement, donc, à travailler sur une note du budget. Nous n'avons pas eu beaucoup de temps, il faudrait dire, pour pouvoir vraiment approfondir l'analyse complète du budget économique. Donc, nous avons analysé le schéma. J'aimerais dire tout d'abord qu'on a le budget économique à réviser par rapport au plan le taux de croissance. Donc, ça a eu quand même, on a révisé à la baisse. Donc, il y a eu un impact négatif sur les ressources. Que justement, le plan, vous savez que la moyenne de la croissance du plan est de 4%, et que ces 4%, ce qui est nécessaire sur les 5 ans. Sur les 5 ans, c'est que sur les 4%, le 3,1 est basé sur la consommation. Donc aujourd'hui, notre économie dérape. Elle dérape parce qu'elle est actuellement tirée essentiellement par la consommation, d'autant plus que l'accroissement de la consommation est supérieur à la croissance du PIB. Donc, investissement en berne, exportation en berne, voilà. C'est uniquement la consommation qui est en train, je dirais, de maintenir l'économie du pays, mais même cette consommation est en berne aussi. Absolument, c'est-à-dire que c'est pas elle est en berne, c'est on consomme plus qu'on produit, mais d'autant plus on ne consomme. Si on consommait des produits fabriqués localement, ça aurait eu une corrélation sur la production nationale. Ce n'est pas le cas, c'est-à-dire qu'en approfondissant... le déficit donc de la balance commerciale et la balance Voilà, c'est qu'on consomme quoi? On consomme plus on puise dans l'importation, beaucoup plus, et d'autant plus dans l'importation plus informelle que formelle. Et c'est ça, donc, le pire. Donc, il y a des effets néfastes sur l'appareil de production, sur la création d'emplois, sur les caisses de l'État, puisque on ne crée pas de recettes de caisses de l'État, et ceci est négatif. Par contre, ce qui est quand même positif, c'est que le budget actuel, de 2017, projette de stopper cette dérive. C'est-à-dire que là... Le budget économique de 2017. D'accord, oui. Il prévoit de stopper cette dérive, c'est-à-dire que là, on croise les courbes, et donc la courbe, elle est... en tout cas, on essaye que la croissance soit basée plus sur l'investissement, et donc on va essayer dans 2017, bon, c'est pas sûr... De renverser la vapeur, non? Voilà, et ça, c'est quand même assez important au niveau du budget. Si je peux dire aussi, c'est que le point important qui est au niveau du plan, c'est que, et on sait très bien que le plan de développement a mis l'accent sur les réformes. Et donc, quand on établit un budget,
c'est sur des agrégats. Et au niveau des hypothèses, c'est qu'on doit engager un certain ensemble de réformes. Et notre remarque également par rapport à ces réformes, c'est que on reprend un peu dans le budget la même logique du plan, c'est-à-dire une logique de déclaration d'intention. Et donc, on a été un peu interpellé par rapport à ça. On peut comprendre qu'au niveau du plan, on a une vision 4 ans, c'est difficile de mettre en place un agenda clair avec des indicateurs de suivi de performance, avec un calendrier spécifique. Dans le budget économique, on aurait aimé avoir une matrice beaucoup plus ferme au niveau des réformes, et c'est quand même crucial pour pouvoir avancer dans justement la réalisation des objectifs qui sont annoncés. Alors, les dispositions fiscales maintenant, des dispositions qui n'ont pas été du goût de tout le monde, donc pas mal de critiques. Vous-même, vous avez travaillé sur l'impôt sur le revenu, vous avez travaillé sur l'impôt sur les sociétés, vous avez travaillé sur donc, la TVA. On va commencer avec l'impôt sur le revenu. Alors, en matière d'impôt sur le revenu, la question qui a un peu peut-être alerter l'opinion publique, c'est par rapport donc aux notes d'honoraires et par rapport donc au timbre fiscal. Vous-même, vous êtes contre donc le timbrage pour les professions donc non commerciales, et vous êtes pour l'application des dispositions qui ont été prises auparavant, c'est-à-dire dans la loi de finances pour l'exercice 2016, mais qui n'ont pas été à ce jour appliquées par l'administration fiscale. Nous ne sommes pas particulièrement contre. C'est pas le message que nous voulons. Ça peut être une mesure, elle pourrait être pertinente et efficace, peut-être avec une meilleure explication, une communication sur le comment de la mise en œuvre. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que à la loi de finances 2016, il y a eu des mesures. Il y a des mesures de la lutte contre la fraude fiscale qui sont annoncées. Par exemple, pour les professions libérales, et d'ailleurs pas seulement pour toutes les professions, pas seulement pour les avocats et les médecins, pour tout ce corps de métier, on a établi des mesures d'obligation de l'émission de notes d'honoraires. Alors, ce que nous posons comme question, alors, est-ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire, dans cette mesure-là, quand on va mettre une mesure spécifique, par exemple pour l'avocat ou les avocats et les médecins, est-ce qu'on va délaisser la mesure de la loi de finances? Et si on va la délaisser, c'est qu'il y a eu des difficultés. Alors, quelles sont les difficultés de la mise en œuvre de cette application, de l'application de notes d'honoraires? Ou est-ce qu'on va les faire les deux? Auquel cas, quelle est la pertinence d'avoir en même temps des mesures spécifiques par corps de métier telles que timbrage et aussi une note d'honoraires? Est-ce que cette mesure est réalisable? Ce sont des questions que nous nous posons pour dire que il serait... Et c'est pas la seule mesure. Je rappelle qu'il y a eu une batterie de mesures qui ont été annoncées, votées, adoptées dans les lois de finances précédentes. Je prends à titre d'exemple les caisses enregistreuses par rapport au café. Donc là aussi, nous avons établi des mesures de lutte contre la fraude fiscale. Il y a eu tout un projet, il y a un budget, il y a des mesures qui ont été un programme. Et par la suite, ça n'a pas été appliqué. Pourquoi ça n'a pas été appliqué? Quelles sont les difficultés? Est-ce qu'on va la délaisser? Donc c'est cette visibilité dont a besoin, je dirais, le décideur, le député dans sa commission pour pouvoir juger si la mesure est pertinente ou pas. C'est la logique avec laquelle nous essayons nous-mêmes d'approfondir et de comprendre pour pouvoir juger de la pertinence d'une mesure par rapport à une autre. Voilà, alors pour l'impôt sur les sociétés, la contribution exceptionnelle de 7,5%, vous semblez ne pas être d'accord avec cette mesure-là, pour la simple raison qu'elle devrait donc ramener 900 millions donc de dinars, mais vous estimez que ça va accabler encore davantage donc les entreprises et ça va tirer vers le bas davantage l'investissement. Alors, la mesure, donc je reviens sur le schéma dont on a parlé, la philosophie qu'on veut mettre en place, c'est aussi, quelque part, il y a quand même, on continue un peu dans le modèle de la consommation. Les 7,5%, ce qui n'a pas été dit aujourd'hui peut-être dans le débat public, c'est que
elle ponctionnera aussi le revenu des ménages, puisqu'elle ne concerne pas seulement les entreprises, mais aussi c'est tous les revenus non salariaux. Donc aujourd'hui, le petit commerçant, le forfaitaire, etc. Les professionnels commerciaux aussi, donc seront impactés par ces revenus, ce qui va avoir un impact aussi bien IS que IRPP, donc l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, les deux. Absolument, sur les deux. Et donc aujourd'hui, on va avoir un manque à gagner, enfin au niveau de la consommation, donc un impact négatif. Deuxièmement, nous considérons aussi que c'est une mesure quelque part non équitable parce que, par exemple, les hauts salaires ne sont pas concernés par cette contribution exceptionnelle. Donc, et comme vous le dites, générer 900 millions de dinars, d'abord, est-ce que c'est vraiment réalisable? Donc, nous sommes interpellés par la faisabilité des 900 millions de dinars. Mais le problème, c'est quoi? Le problème le plus important, qui n'est pas peut-être aussi dit en débat public, c'est que nous mettons en place un budget basé sur des ressources exceptionnelles. Mais cette année, nous avons un budget 2017 basé sur 900 millions de dinars sur une contribution exceptionnelle. Que fera-t-on pour le budget de 2018 pour avoir ces ressources de 900 millions de dinars? Que fera-t-on pour 2019? Donc, la question, on ne peut pas bâtir un budget sur le conjoncturel. C'est très important. Bien sûr, sans parler de l'effet dissuasif, comme vous le dites si bien, sur la production. On sait que ça pourrait générer des sous-déclarations. Ça pourrait même avoir un effet pervers sur l'impôt structurel. D'accord. Puisque, justement, s'il y a... On fait donc payer davantage le secteur formel au détriment, je dirais, des dispositions qui doivent donc s'intéresser ou plutôt s'attaquer au circuit informel. Donc c'est toujours les bons payeurs, entre guillemets, donc qui paient plus d'impôts et on les fait saigner plus que finalement ceux qui portent préjudice à l'économie nationale. Nous comprenons qu'il y ait des difficultés, l'élargissement de l'assiette, tout le monde parle de l'élargissement de l'assiette, mais on sait que les différentes lois de finances ont tenté d'établir des mesures pour l'intégration du marché dans l'économie parallèle, l'intégration des acteurs économiques de l'économie parallèle vers le marché formel. Là aussi, les mesures proposées au niveau de la loi de finances, au niveau de Solidar Tunisie et d'ailleurs au niveau du tableau d'amendement qui a été proposé à l'ARP, nous avons proposé de supprimer cette mesure, non pas parce qu'elle n'est pas pertinente, mais parce qu'elle a été proposée, son équivalent, dans les lois de finances précédentes, et on ne sait pas si elle a eu un impact ou pas. Et d'ailleurs, si il y a eu un rendement. Donc aujourd'hui... encore une fois, pourquoi est-ce que si la mesure précédente a eu un rendement, parce que la mesure actuellement, elle impacte seulement les marchands ambulants, alors que la mesure précédente, elle est beaucoup plus globale. Et d'ailleurs, au niveau de Solidar Tunisie, nous avons fait une proposition plus globale et plus complète, c'est-à-dire que nous proposons un système complet qui permet, nous avons aujourd'hui une police fiscale qui va être mise en œuvre. Donc avant d'aller vers, je dirais, le répressif, nous proposons un package complet, un système cohérent, une sorte de réconciliation, si je puis dire, entre le citoyen et l'administration fiscale, où il y a un package... si je peux simplifier en une phrase, de carottes et bâtons. C'est-à-dire qu'on va donner la possibilité, avec des délais bien précis, un agenda clair, en quelque sorte, pour la police fiscale, d'avoir un agenda clair au niveau de l'amnistie, des retards de pénalité, etc. Tout ce que l'administration peut promettre, et par la suite de pouvoir appliquer la loi sur les fraudeurs. D'accord. Les sociétés exportatrices, vous avez établi donc une forfaitérisation, on va dire. Donc, au lieu de les faire choisir entre 10 et 0%, ce qui revient à revenir sur des obligations passées au niveau donc, du fisc, vous proposez que ces sociétés exportatrices soient taxées pour leur impôt à hauteur de 2% sur leur chiffre d'affaires. C'est ça votre proposition? Oui, alors c'est difficile de très rapidement passer sur M. Maraï. Vous faites un exercice, je vais essayer de très rapidement résumer la philosophie. Aujourd'hui, d'abord, on est pour la convergence offshore-onshore au niveau de l'imposition des sociétés. Ça, c'est l'État, l'orientation générale de l'État tunisien depuis des années. Les engagements que nous avons vont dans ce sens et nous sommes contre
contre cette dichotomie onshore-offshore au niveau de l'imposition, on est bien d'accord. Et donc, bien entendu, aujourd'hui, on est à 10%. On est contre, bien sûr, le retour à l'arrière par rapport à 0%. Maintenant, c'est quoi le problème? S'il y a eu cette demande de la part des entreprises et de l'exportateur, c'est qu'il y a un problème au niveau des avouons-le, c'est un malaise finalement avec l'administration fiscale, il faut le dire. Voilà, c'est les formalités administratives, c'est le contrôle aussi. Voilà. Et donc aujourd'hui, ce qu'on a proposé, d'une manière exceptionnelle encore, je veux dire, le temps que justement la réforme de l'administration fiscale, la modernisation, etc. ait lieu, qu'il y ait et pour alléger justement les procédures pour les exportateurs, qu'il y ait la possibilité de choisir pour l'exportateur, soit donc la modalité de l'IS à 10%, tel que c'est le cas actuellement et depuis 2014, ou alors d'appliquer un taux, 1,5% sur le chiffre d'affaires. Et donc, ce qui permet justement d'avoir un regard, je dirais, plus facile et plus léger sur l'emploi de cette formalité. Et c'est ce qui permet aussi d'avoir une imposition, donc de ne pas être soumis à la non-double imposition oui, parce que plusieurs sociétés donc, offshore subissent, je dirais, ne subissent pas une double imposition, mais ont besoin d'être imposées en Tunisie que d'être imposées dans leur pays où la pression fiscale est plus importante que celle en Tunisie. Enfin, et on aimerait bien en tant qu'État tunisien qu'il paye l'imposition en Tunisie. Mais maintenant, il faut aussi trouver un environnement adéquat et incitatif. Et donc, c'est pour ça qu'on a proposé cette mesure alternative qui pourrait être adoptée d'une manière exceptionnelle, qui permet de générer des recettes pour l'État tunisien, parce que nous sommes contre le zéro impôt, mais qui permet aussi d'alléger en contrepartie l'interaction au niveau des procédures administratives. La taxe sur la valeur ajoutée, vous estimez que l'effort qui a été entrepris pour d'abord taxer certaines activité qui était exonérée et ramener les taux donc essentiellement à 2 taux, donc 18% taux de droit commun et 6% le taux donc minoré, allait vers donc la suppression du taux de 12%. Certaines activités posent réellement, selon la note que vous avez effectuée, donc un problème dans le sens où l'État ne va pas engranger de l'argent avec cette imposition-là, mais au contraire, l'État sera débiteur pour les créanciers donc, qui sont les contribuables. Absolument. Je vais prendre rapidement un exemple. Vous avez les producteurs des lampes LED. Aujourd'hui, ces producteurs de lampes sont exonérés de TVA. Donc, ils achètent à 18%. Et comme ils sont exonérés, ils ne peuvent pas récupérer la TVA qu'ils ont payée. Et donc, ils font subir ça aux consommateurs. Voilà, donc le coût de la TVA de 18% est impacté, elle est intégrée dans le coût du produit et bien sûr, c'est le prix du consommateur. Aujourd'hui, en mettant en œuvre une TVA de 6% sur ces produits-là, ces producteurs-là vont pouvoir justement récupérer le différentiel 18 moins 6, 12%. Donc les 12% au niveau de l'État. Et ça, c'est justement, ça leur permet d'être plus concurrentiel, donc d'avoir une meilleure compétitivité, et c'est ce qu'on veut, puisqu'ils sont producteurs locaux, on voudrait encourager la production locale par rapport à l'importation, et donc c'est une logique économique, c'est une logique qui permet aux producteurs de récupérer, d'être plus au niveau de son prix définitif, mais aussi, entendons-nous bien, les mesures là, tout le tableau de la TVA d'ailleurs qui est proposé au niveau de cette loi de finances, on veut aller vers la transparence. C'est-à-dire quand vous savez que vos factures achats de 18%, vous allez pouvoir récupérer ce taux de TVA, vous allez, si vous avez des fournisseurs qui ne vous font pas de factures, etc., vous allez le demander. Et donc on va entrer dans un processus positif, je dirais, de transparence, de facturation. C'est ce qui nous permettra d'aller petit à petit vers le marché formel. Donc, la logique, toute la philosophie qui est donnée dans le tableau de TVA, elle est inspirée par la réforme fiscale qu'il faut mettre en œuvre. On veut pousser à ce que tous les acteurs économiques aillent vers on facture tout. On facture le prestataire, le peintre, qui arrive,
et donc ceci Pour qu'il n'y ait permettra... pas donc ce qu'on appelle la rémanence. Donc, Voilà, de la pour TVA. qu'il n'y ait pas c'est pas seulement, je dirais, ça permet d'éviter la rémanence et le producteur de récupérer sa TVA, mais ça lui permet aussi d'imposer à ce que ses fournisseurs utilisent le système de facturation, parce qu'on sait qu'on a la facilité, je vous paye comme ça, sans facture, et puis c'est tout. Non. Eh bien, avec ce système-là, ceci va l'inciter à demander à ses fournisseurs d'avoir une facture pour pouvoir récupérer, et c'est ce qu'on veut. On veut aller à ce que tout le monde, le système de facturation soit le plus généralisé, et c'est ce qui permettra de lutter aussi contre le marché parallèle. Le temps nous presse, donc en une minute, qu'est-ce que vous espérez de cette conférence de l'investissement? Vous avez aussi donc quelques remarques à faire au niveau législatif par rapport à cette conférence pour l'investissement. Absolument, absolument. Je souhaite porter un message à l'exécutif, à l'ARP, c'est qu'aujourd'hui, nous allons vers une conférence de l'investissement avec un cadre législatif qui est quand même quelque part manquant, qui sont les incitations fiscales. Aujourd'hui, on a voté une loi d'investissement. La loi d'investissement annule les incitations fiscales précédentes. Donc nous sommes celle de 1993. Voilà, et donc nous sommes face à un vide juridique, et donc nous devons absolument demander à l'ARP, et donc je pense que ça serait bien que l'exécutif puisse pousser dans ce sens, pour que les incitations fiscales, au mieux, elles soient adoptées, bien sûr, elles soient amendées, il y a des amendements plus que nécessaires, et j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler dans ce plateau, et que ces incitations fiscales doivent être votées au mieux avant la conférence des investisseurs, pour que l'investisseur puisse avoir une visibilité globale du cadre législatif et institutionnel de l'investissement. Donc les incitations fiscales sont quand même un des piliers de ce cadre législatif, et au plus tard, bien sûr, en décembre, parce que plus tard que décembre, on sera dans le vide juridique, puisque la loi d'investissement sera mise en vigueur à partir du 1er janvier. Rappelons que le cadre législatif est composé par une loi sur l'investissement qui a été votée, une loi fiscale qui n'a pas été votée, et 2 décrets, un de la gouvernance et l'autre donc des incitations financières. Voilà, merci beaucoup. Merci Madame Lobnah-Jlibi. Je rappelle, vous êtes la présidente du think tank Solidar Tunisie. Merci Anis, on se retrouve la semaine prochaine, exactement 8h30. On retrouve Denis Acheuch dans le vrai du faux. Dans le vif du sujet. Dans le vif du sujet.